Omar Bessaoud, économiste agricole, pas agroéconomiste, hein, c'est une petite rectification. J'ai fait carrière ici une vingtaine d'années en sciences économiques à Alger, et 25 ans à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Donc on m'a sollicité et disons, je suis adhérent de Tolba. J'ai participé à, on n'a pas parlé, à la publication de l'expérience agroécologique. Cette expérience que tu viens de développer, elle est capitalisée, synthétisée dans un ouvrage collectif, Tolba, où une dizaine de personnes qui ont contribué. Alors, moi, c'est en gros poser les termes du débat, planter le décor. 4 points que je vais évoquer très rapidement, puisque le temps de compter, on a un quart d'heure par intervenant. Un premier point qui va porter sur quel est le contenu ou quels sont les actes stratégiques et les orientations à la fois agrotechniques, politiques, etc., de la politique publique algérienne agricole. Un deuxième point sur quels sont les fondements et les croyances, sur quoi reposent ces axes stratégiques. Un troisième point qui porterait sur les impératifs qui sont les menaces auxquelles ce modèle fait face aujourd'hui, le développement de l'agriculture algérienne fait face, et enfin un quatrième point, le dernier, sur l'agroécologie comme alternative. Alors sur les politiques, je suis spécialiste depuis plus de 20 ans des politiques agricoles, j'ai même été associé, certains sont là, je peux témoigner qu'on a été associé à ces politiques au début des années, tout à fait au début des années 80, qui avait débouché sur une conférence nationale en 92, et puis par la suite. Alors, le modèle dominant, les axes, ces axes reposent sur un modèle technique, en gros qu'on va appeler, pour faire court, productiviste ou intensif. C'est-à-dire qui fait appel à une exploitation intensive des ressources naturelles, à une mobilisation de la ressource en sol ou de la ressource en eau. Toutes les transformations auxquelles on a assisté ces 30 dernières années, ça a été la mise en valeur de nouvelles concessions, l'exploitation de nouvelles ressources, et notamment celles du sud, du continental intercalaire et du complexe terminal, la mobilisation des ressources dans le nord également. On a aussi comme axe le fait qu'on ait retenu et qu'on ait donné un privilège et une priorité à un modèle d'organisation, à une forme d'organisation sociale qui est l'entreprise, la grande exploitation moderne, équipée, mécanisée, etc. Ça, c'est un autre aspect. Et puis, un troisième aspect, bien sûr, une agriculture qui est orientée, qui est destinée, où les produits sont destinés à la fois au marché domestique et de plus en plus avec un slogan sur une agriculture en mesure d'exporter pour procurer des devises au pays et donc être une alternative au modèle entier fondé sur la mobilisation des ressources ou d'exportation des hydrocarbures. Voilà, c'est en gros le... Alors ce modèle repose, deuxième point, sur un certain nombre de, j'allais dire de croyances, je dirais même de mythes. Le premier mythe, il repose sur le mythe que nous disposons de ressources naturelles qui sont illimitées. Et vous avez bien entendu, pour la plupart d'entre vous, entendu parler dans les discours politiques, dans les discours d'investisseurs privés et même dans l'opinion publique, comment faire de l'Algérie, ou refaire, reconstruire et faire de l'Algérie ce qu'elle a été dans le passé, le grenier à blé de l'Algérie. C'est une farce, c'est un... je ne suis pas simplement économiste, j'ai beaucoup travaillé l'histoire de l'agriculture. Cette histoire de grenier à blé est un mythe. Le grenier à blé de Rome, ce n'est pas l'Algérie. Ça a été l'Égypte et ça a été aussi les pays méditerranéens, la Sicile, la Macédoine et d'autres pays.
les historiens quantitativistes, il y a des historiens qui ont quantifié, qui ont essayé de quantifier en fonction des besoins du million d'habitants de Rome de l'époque, à l'époque, puisque le blé était distribué, le pain était gratuit, eh bien, l'exportation de ce qu'on appelait les ifriqiya d'époque, c'est-à-dire une partie de la Tunisie, tout l'Est algérien, c'est ça le bassin céréalier. C'était l'équivalent, en termes de quantité, selon les historiens, l'équivalent de la production actuelle d'une ou deux communes les plus performantes en blé du pays, c'est Rahouia du côté de Tiaret ou El Habib du côté de Constantine. C'est-à-dire que les quantités, et puis il faut voir, les rendements n'étaient pas les mêmes, les techniques n'étaient pas les mêmes, etc. Donc c'était pas énorme. Et le gros du blé fourni à Rome venait de l'Égypte. Voilà. Et on le sait, les ressources naturelles en terre, c'est 8 millions et demi d'hectares, avec, si vous voulez, des conditions agroclimatiques qui sont contraintes, enfin, qui sont très dures. Une bonne partie de nos productions viennent de zones arides, du triangle aride, les zones de plaine, les zones tempérées, les zones humides, les zones qui sont riches. Celles du nord sont de plus en plus réduite du fait de l'urbanisation, vous savez, vous connaissez l'histoire de la petite Jane. Et en termes de ressources en eau, aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel à une mobilisation de ressources qui sont non renouvelables. Et toutes les études qui ont été faites, notamment celles de l'Office du Sahara et du Sahel, de l'OSS, montrent qu'on est dans des situations de surexploitation de ces ressources et que les techniques, parce que ce qui a changé dans les années 2000, 90-2000, c'est la révolution des forages qui ont permis cette mobilisation et l'extension des cultures. Et aujourd'hui, vous le savez, l'espace agricole s'est déplacé vers le sud et que les principales productions, les bassins de production maraîchère, c'est Oued-Souf, c'est Biskra, c'est par exemple la première zone de production d'oignons, c'est Saguiat, c'est le sud, une zone arides de la région de Tiaret. Oued-Souf, premier bassin de production de la pomme de terre, etc. Et ça se fait sur des ressources qui sont relativement limitées, qui sont en voie d'épuisement. C'est-à-dire qu'il faut penser dans les 50 prochaines années, eh bien, nos ressources en eau seront, je ne dis pas épuisées, mais ne pourront même pas satisfaire peut-être la consommation domestique des populations. Elle repose également sur un espèce de mythe d'une agriculture, enfin, qui a été transmis par le modèle colonial, qu'on était en mesure d'exporter. Ben, regardez le passé, l'Algérie exportait, enfin, quand on analyse, et il y a des travaux qui sont des travaux nationaux, je renvoie aux travaux de l'INRA sur la compétitivité de l'agriculture algérienne, on est compétitif sur aucune production nationale. Et ce que nous exportons aujourd'hui, comme la pomme de terre ou des produits maraîchers, ce sont des exportations qui sont fondées sur des soutiens publics en dinars, sur des importations de semences et d'intrants en devises, et ce sont des exportations à la fois de nos ressources financières en euros ou en dollars, mais aussi sur des budgets publics, puisque vous avez une agriculture qui est soutenue et des exportations qui sont soutenues. Toutes les études montrent, à part peut-être la Deglernour, ni la pomme de terre, ni l'huile d'olive, ni le vin, ni aucune production n'est compétitive. Négatif de ce modèle productiviste, de ce recours au NPK sur à la fois les sols, les pollutions des eaux, et aussi la santé des populations, la qualité des produits. Donc, et il y a, du point de vue de la science, il y a à la fois des acquis dans les sciences agronomiques et notamment la science des sols, dans la botanique, et puis l'émergence de l'écologie qui montre les échanges entre les plantes, les échanges entre le sol, etc. Et puis la mise en œuvre de nouvelles techniques qui sont aussi productives, mais qui protègent l'environnement, qui protègent la santé du consommateur, etc. Je vous invite à relire, et ça je l'ai fait, j'ai fait cet exercice. L'agronomie arabe avait inventé, avec notamment les Andalous, un ensemble de pratiques. Elle avait mobilisé des savoir-faire qui
ont été transmis et qui ont duré, qui ont fait de notre agriculture qu'elle a survécu en dépit de la colonisation, et nous avons une agriculture durable. L'agronomie arabe s'était fondée sur la mobilisation, parce que les Arabes, ce qu'ils ont apporté par rapport aux autres, c'est leur avancée dans la botanique, le rôle des plantes, l'échange entre le sol et les plantes, les échanges entre les plantes, en introduisant des associations de plantes dans les cultures, des rotations, l'introduction des animaux et l'utilisation de tous les déchets pour la reproduction et la fertilité des sols. Et il est, à mon avis, tout à fait urgent pour les scientifiques et pour l'ensemble de redécouvrir ce patrimoine, de le réactualiser à la lumière à la fois des acquis de l'agronomie, mais aussi des acquis de l'écologie. Et là, on comprendra que l'écologie, ou l'agroécologie est une solution. D'autres pratiques sont possibles, avec d'autres modes d'organisation sociale dont je parlais, notamment l'agriculture familiale. Et l'agroécologie apporte des solutions à la fois techniques, mais aussi l'agroécologie, ce n'est pas simplement une nouvelle révolution technique, c'est aussi une révolution sociale. Elle change les relations entre les villes et les campagnes, entre les paysans et les citadins. Elle valorise le travail paysan, les marchés de proximité dont on parlait tout à l'heure. Elle peut aussi favoriser le développement et la conservation de notre patrimoine génétique, animal, végétal, la conservation de nos semences locales qui nous permettrait d'avancer et faire et réaliser ce qui est aujourd'hui dans la tête, peut-être pas, mais vous savez, le mouvement de contestation que nous vivons, nos fameux vendredis, ont un idéal, c'est de renouer avec l'indépendance, renouer avec les valeurs, la récupération de la souveraineté nationale, le pouvoir souverain du peuple, mais le pouvoir souverain du peuple ne sera pas possible si nous ne maîtrisons pas les termes, entre autres, de notre souveraineté sur nos richesses, y compris pétrolières, mais aussi de la souveraineté alimentaire. Merci de votre attention.